Bienvenue dans notre émission Parentalité, on en parle. Je m'appelle Elisa Béliard, je suis praticienne en santé naturelle et relaxologue et je vous accompagne vers un bien-être au quotidien, un bien-être au sein de votre famille. Alors aujourd'hui, on va parler apprentissage, plus précisément stratégie d'apprentissage. C'est difficile le soir, on rentre, on est fatigué, il y a des devoirs à faire et ça devient un calvaire au quotidien. Alors, on en parle maintenant dans Parentalité, on en parle. Bienvenue Manuela. Bonjour Elisa, merci de m'accueillir. Alors je te laisse te présenter. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Alors Manuela Bertin, j'ai 57 ans et j'ai donc créé le cabinet Deuxième Stratégie. Et au sein de ce cabinet, je développe et j'accompagne sur des projets du management de projets scolaires et aussi professionnels. Mais je crois qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous ne parlerons que de la partie management de projets scolaires. Exactement. Donc effectivement, tu accompagnes vraiment les enfants depuis quel âge jusqu'à quel âge? Alors, du CP jusqu'au post-bac, l'étudiante la plus âgée des élèves que j'accompagne étant 6e année de médecine, par exemple. D'accord. Donner une idée. Ok. Voilà. D'où le terme stratégie, parce que vraiment tu vas mettre en place des choses particulières adaptées à chaque âge et à chaque projet. C'est ça. La notion de stratégie, elle est liée aussi à la notion de méthode. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon parcours, j'ai une formation scientifique de base. Voilà. Et je suis moulée, voilà, dans cette démarche scientifique. Et donc, je me suis rendu compte que tout est question de méthode. Voilà, et surtout quand on veut arriver à cette notion de réussite, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, il est important d'être méthodique. Donc effectivement, dans ce que j'appelle le management de projets scolaires, je vais accompagner les jeunes, les enfants, les ados, les jeunes, pour qu'ils qu'ils apprennent à mettre en place des stratégies d'apprentissage et de réussite de leur scolarité surtout. D'accord. Donc en fait, on vient te voir parce que les difficultés sont là, on a du mal à gérer. De quoi on a besoin pour bien apprendre en fait? Qu'est-ce qui fait que on va venir faire appel à toi? Alors la première chose, c'est que on ne vient pas forcément me voir parce qu'il y a des difficultés. Okay. Oui. Et ça c'est cette partie aussi que j'aime beaucoup dans mon métier. Les parents me sollicitent. Bon, c'est d'abord les parents pour les plus jeunes, hein, les petits et pour les collégiens. Les parents me sollicitent souvent parce que l'enfant n'est pas forcément en difficulté scolaire, en difficulté d'apprentissage, en difficulté cognitive, mais le parent sent que l'enfant que s'il avait une autre façon de travailler, qu'il a encore du potentiel, mais qui n'est pas exploité. D'accord. Voilà. Un petit peu oublié, c'est là au fond et on a besoin de faire sortir. Que l'enfant, que le jeune ou l'enfant va fonctionner sur comme on dit, sur ses acquis dans le langage scolaire, mais que ils sentent. Voilà, le parent connaît son enfant souvent. Quelquefois, il n'arrive pas à mettre des mots, donc je vais aussi aider à mettre des mots, à identifier exactement. Et donc le parent vient me voir en me disant oui, mais je sens qu'il pourrait encore optimiser sa façon d'apprendre. Et les parents me sollicitent également dans l'éventualité des études supérieures, en disant mais là ça va, il y arrive, ok, mais j'aimerais bien qu'il soit mieux armé pour plus tard quand il sera en études supérieures. Et le mot qui revient souvent, c'est le mot autonomie. Okay. Donc principalement les parents viennent me voir pour cette dynamique-là. Après, effectivement, s'il y a des difficultés scolaires, on va les gérer aussi en passant, mais c'est surtout pour développer ce que j'appelle les compétences transversales. Ok, tu nous en dis un petit peu plus. Compétences transversales, ok. Oui, alors les compétences transversales, on en parle beaucoup d'ailleurs en ce moment, notamment avec l'avènement des neurosciences et aussi l'évolution du monde de l'entreprise.
les compétences transversales, ce sont ces compétences qui vont être utilisées dans des domaines très variés de la vie quotidienne, et elles diffèrent des compétences disciplinaires. Les compétences disciplinaires, ce sont les compétences liées aux mathématiques, au français, voilà, à chaque matière, chaque discipline. Tout ce qu'on nous enseigne classiquement à l'école. Voilà. Une compétence transversale, par exemple, ça peut être la capacité de s'organiser. Cette compétence, elle est transversale parce qu'elle va être utilisée dans les apprentissages scolaires, mais elle va être utilisée également dans la vie quotidienne. Elle va être utilisée aussi dans la vie professionnelle. Savoir s'adapter au changement. Tout à fait. Savoir faire preuve de créativité. Savoir voilà, se positionner face à un problème. Voilà, j'ai un problème dans ma vie. Comment est-ce que je le solutionne? Et de plus en plus, les entreprises aujourd'hui vont recruter sur ces compétences dites transversales. Et en anglais, le terme anglais, c'est soft skills. Yes. Yes. Voilà, on en parle beaucoup. Et aujourd'hui, à compétences et à diplôme égal, à hard skills égal, les hard skills, ce sont les compétences liées à un métier. Les recruteurs vont d'abord regarder, ce que je dis à mes élèves, ils vont regarder d'abord ce que vous avez dans le ventre et pas ce que vous avez forcément appris au cours de vos études. Exactement, parce que de nos jours, en fait, on peut avoir appris un métier à l'école et en fait, on arrive sur le terrain, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Si on n'a pas cette compétence d'adaptation, si on nous l'a jamais appris, comment s'adapter facilement aux situations, mais on va être complètement perdu. Et ce qu'on a déjà appris, ce qu'on connaît, on peut être arrivé major de notre promotion, mais en fait, derrière, la compétence transversale n'a pas été acquise. Et ça devient compliqué, effectivement. Tu as très bien décrit la situation et donc voilà, les parents viennent me voir essentiellement pour ça. Ils ne vont pas avoir le vocable, enfin, voilà, ils vont pas savoir que ça s'appelle compétence transversale et tout ça, mais ils sentent bien qu'il va manquer à leur enfant quelque chose. Je vais parler en termes positifs, et que s'il avait quelques compétences de plus, il serait mieux armé. D'accord. Donc effectivement, c'est accompagner vers la réussite avec ce petit plus, cette petite pépite que tu vas donner aux enfants. Mais pas seulement aux enfants, puisque tu accompagnes aussi les parents. Parce que pour rendre un enfant autonome, il faut aussi que le parent sache lâcher prise. Alors, tout à fait. Alors, dans ce que je mets en place, il est important, j'appelle ça un partenariat éducatif. C'est-à-dire que quand le parent m'appelle, on va échanger, je vais accompagner pour identifier finement quel est le besoin réel. Mais j'ai besoin aussi de savoir que je vais avoir l'adhésion du parent à la démarche, que je vais parce qu'il y aura des choses à mettre en place. Mon intervention seule n'est pas suffisante. D'accord. Voilà. Et comme tu dis, il y aura probablement pour le parent l'accompagner pour faire évoluer quelquefois des croyances qui peuvent être soit stressantes, soit limitantes, faire évoluer peut-être des pratiques aussi à la maison, voilà, faire évoluer le regard aussi sur l'enfant. C'est quelquefois savoir le voir grandir. C'est ça, voilà. Donc il y a effectivement un accompagnement des parents. Et je dois t'avouer, Elisa, je te remercie d'ailleurs de me permettre de le faire aujourd'hui, que voilà, quand j'ai créé mon activité, je me suis centrée d'abord sur les enfants, donc dans la partie management scolaire, et c'est au fil, au fur et à mesure, des accompagnements que j'ai réalisé l'ampleur de la demande pour les parents. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, grâce à des personnes comme toi, des émissions comme celle-là, je vais structurer. Je suis en phase de structuration d'un accompagnement. Voilà, on parle encore le mot structuration. Oui, exactement. La structure est très importante pour le cerveau des enfants. Voilà, c'est ça. Donc je vais également structurer un accompagnement spécifique
pour les parents parce que j'identifie de plus en plus de besoins. Le besoin, par exemple, de comprendre le bulletin scolaire. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a, j'allais dire, de caché ou qu'est-ce qu'on peut lire derrière une observation, derrière une note. Derrière une note. On cherche une moyenne satisfaisante et elle est satisfaisante selon la barre qu'on a mis. On peut avoir une barre assez facile à atteindre comme on peut avoir un objectif très dur et les notes sont pas forcément représentatives de ce que l'enfant sait faire. C'est ça, et j'avoue qu'effectivement, tu as mis aussi là le doigt sur quelque chose, sur un facteur déterminant de l'accompagnement parental, c'est le rapport à la note. Et j'ai un sourire quand j'y pense, mais la première chose que je déconstruis. Moi, la première. La première chose que je déconstruis d'abord avec les enfants, c'est le rapport à la note. Et ensuite, avec délicatesse, chez les parents. Tout à fait. Parce que je dis avec délicatesse parce que je ne suis pas partie prenante aujourd'hui de la culpabilisation des parents. J'ai été parent, enfin je suis encore parent, ma fille a 26 ans aujourd'hui, mais je crois qu'on reste pas. Enfin, j'ai acquis la conviction. On reste parent toute sa vie. Oui, la parentalité, c'est toute la vie. Oui, c'est ça. Je me rends compte encore aujourd'hui avec ma fille. Pourquoi c'est important pour moi cette délicatesse vis-à-vis des parents parce qu'il y a un discours ambiant, notamment qui a tendance à faire culpabiliser le parent. Faites pas ceci, faites pas cela, vous faites trop ceci, vous punissez pas. Enfin. Et faut pas punir, faut pas crier, faut pas machin, etc. Je crois qu'il faut manier tout ça avec beaucoup de délicatesse et ne pas tomber dans la culpabilisation du parent. Être parent, c'est un métier. Je considère que c'est un métier qu'on doit apprendre. C'est un métier, à part entière. C'est un métier qu'on fait en plus, souvent, d'un autre métier. Et c'est un métier fondamental. Et c'est un métier il n'y a pas d'école. C'est l'école de la vie de tous les jours. Exactement. On apprend en règle générale tout seul. C'est ça. Et donc, je suis très vigilante à être, j'allais dire, dans la bienveillance avec le parent, même si quelquefois, s'il faut cadrer, on va cadrer. Mais oui, alors effectivement, tu parlais de la structure tout à l'heure. On dit que on a en ce moment une mode de parentalité bienveillante qui est vraiment effectivement très très bien. Maintenant, il y a des limites à cette parentalité. L'enfant a besoin de structure, de cadre. Quand tu parles de stratégie, moi, ça me fait vraiment penser à quelque chose de très cadré, de très posé, avec un petit tableau où on remplit des petites choses et qui nous permet justement d'évoluer dans l'organisation et du coup dans l'autonomie. C'est ça. C'est exactement cela. Et donc le cerveau humain, donc à la lumière, on va dire des recherches, des dernières recherches, on se rend compte que le cerveau, c'est comme un GPS. Il a besoin d'informations précises pour savoir où il va. Il a besoin, notamment, surtout parce qu'il fonctionne à 85% en inconscient. Donc, et les 85% du cerveau qui fonctionne en mode inconscient traitent presque 3 milliards de ce qu'on appelle des unités d'information à la seconde. Comme un ordinateur, en fait. Hein. Exactement. C'est tout à fait ça. Et la partie consciente, celle qui nous donne l'impression de maîtriser le monde, en fait, elle ne représente que 15%. Ok. Et ne traite que à peu près 2000 unités d'information à la seconde. Donc, pour utiliser pour que la partie inconsciente ne nous emmène pas là où on ne veut pas aller, ou ne nous emmène pas, voilà, il est impératif de donner une direction précise au cerveau, de lui dire, voilà, je veux aller à tel endroit. Il faut vraiment que ça soit le plus précis possible. Parce que finalement, c'est nous qui contrôlons notre cerveau et pas l'inverse, on est d'accord. Et c'est ça, c'est aussi apprendre aux enfants. Voilà, donc je fais avec eux, je rentre pas dans dans la science, voilà, scientifique, etc. Enfin, le truc brut sur la ce qu'on appelle aujourd'hui la neuroéducation.
encore une fois, tu remarqueras que je manipule tous ces outils avec beaucoup de circonspection. Ça doit rester pour moi des outils et pas des vérités. Je sais pas tout à fait. On va parler de certaines vérités tout à l'heure, effectivement, qui traînent encore dans les mémoires. Voilà, c'est toujours important. Et puis, chaque fois que je vais m'intéresser à un outil, excuse-moi, je fais une digression par rapport au cerveau. Chaque fois que je vais utiliser un outil, je me pose toujours la question, quelle est la valeur ajoutée de cet outil sur ma démarche, quelle est la valeur ajoutée pour l'enfant. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, je mets de côté. Même si c'est aujourd'hui, on dit, ah oui, mais tout le monde en parle, etc. Oui. Non. Est-ce qu'on en a besoin? C'est ça. C'est très, très important pour moi. Et donc, dans l'accompagnement, je vais apprendre à l'enfant à avoir conscience que, voilà, il a un cerveau, voilà, et qu'il peut, voilà, prendre, je lui dis, mais souvent, prends le pouvoir. Voilà. Donc, on va prendre, souvent, je prends souvent l'exemple de la voiture, là, je suis souvent à la Porsche, tu as un moteur de Porsche, mais il faut avoir le volant, voilà. Alors, je me suis rendu compte que Porsche, c'est pas toujours parlant, donc il faut que je trouve aussi des... je dis 2 chevaux, mais 2 chevaux, ça même. Voilà, il faut parler avec le langage aussi de l'enfant. C'est ça. Alors, donc, je vais lui apprendre à prendre le pouvoir sur, voilà, tu veux aller où? Donc, c'est les premières questions seront les questions d'objectif. Ok. On va travailler par objectif. Je vais le mettre en mode projet. Ok, un petit challenge, quoi. C'est un gros challenge. et c'est là aussi, les recherches ont montré que la fixation d'objectifs contribuait à notre bien-être et nous structurait. Et notamment les personnes âgées qui continuent à se fixer des objectifs, on s'est rendu compte, la recherche s'est rendu compte qu'elles sombraient plus difficilement dans les maladies neurodégénératives. Tout à fait. Donc, la fixation d'objectifs, ce sera le premier apprentissage. Voilà, où je vais? Qu'est-ce que tu veux? Où tu vas aller? Avant de partir dans un objectif, est-ce que tu fais un petit bilan de où on est, justement, le point de départ? Parce que si je branche mon GPS, j'aimerais déjà savoir où je suis. Il me semble que le GPS va me le demander. Et ensuite, où on va aller? C'est ça, tout à fait, Elisa. Donc, on commence par faire ce qu'on va appeler identifier la situation initiale. Voilà, où j'en suis, comment je suis, quelles sont mes capacités, qu'est-ce que je fais, où je veux aller. Et je vais dans l'accompagnement pour pouvoir faire ça, utiliser deux autres cordes que j'ai à mon arc. La première, c'est l'approche centrée sur la personne. Alors j'ai une formation d'abord de psychopraticienne, de praticienne de l'écoute dans l'approche centrée sur la personne. Alors c'est une approche qui permet d'accompagner les personnes avec ce qu'elles sont. Ok. Voilà, je vais d'abord me centrer sur la personne. C'est une approche holistique. Donc qui je suis, qu'est-ce que je fais, quelles sont mes envies, quels sont mes besoins. C'est ça. Donc quand je prends l'enfant, je n'arrive pas avec quelque chose de je n'arrive pas avec, comment je vais te dire ça, avec un carcan à lui mettre. Une technique, une méthode particulière qui va aller chez chaque personne, en fait. C'est ça. Je sais par contre où je veux l'emmener. Voilà, je sais, mais le chemin pour y arriver va dépendre de l'interaction, va dépendre de lui. Je vais être vraiment dans le respect de la personne qu'il est. Je vais aussi, beaucoup d'écoute. Ma démarche est vraiment basée sur l'écoute, pour pouvoir savoir à quel moment je vais amener tel outil, quel moment je vais, voilà, comment. C'est vraiment du management et du copilotage. Ok, donc c'est vraiment un accompagnement personnalisé où on va aller chercher. Bon, dans personnalisé, on a personnalité, d'accord. Donc ça veut dire qu'en fait chaque enfant est différent et que chaque enfant va avoir besoin d'une stratégie, d'une technique différente pour améliorer ses apprentissages. C'est ça. C'est pouvoir tenir compte. Quand vous avez, enfin, j'ai été 30 ans enseignante dans une classe. Quand vous avez 28 ou 30 élèves, vous avez 30 individualités. Et aussi aujourd'hui, j'en suis arrivée justement à la création de cette activité professionnelle. C'est qu'au bout de 30 ans, voilà, je me suis rendu compte que voilà, quand j'avais 30 élèves devant moi, c'était 30 individualités.
Et dans mon parcours professionnel, je me suis appliquée dans mes classes à accompagner chacun de mes 28 ou de mes 30 élèves avec son individualité. Après, c'est plus compliqué à 30 que quand on est à 1, mais on y arrive. Oui, chaque enfant est différent et dans une famille aussi. Et là aussi, pour le parent, ça n'est pas forcément simple. Parce que quand j'ai un enfant, j'ai une personnalité. Quand j'en ai 2, j'ai 2 personnalités. Quand j'en ai 3, et il faut, ça demande aux parents une compétence vraiment immense. De créativité? Oui, parce que il faut pouvoir identifier qui est qui, la personnalité de chacun des enfants et pouvoir l'accompagner pour maximiser son potentiel, tout en restant dans un cadre. Et ça renvoie à la question que tu posais. C'est la construction de l'autonomie, c'est apprendre à l'enfant alors c'est pas à travailler seul. Je commence toujours par oui, autonomie, ça veut dire je laisse mon enfant avec ses devoirs. Moi, je suis fatiguée, j'ai fait ma journée de travail. Va faire tes devoirs et on se revoit après. C'est pas ça. Alors c'est ça et c'est ça et c'est pas ça. Donc, il faut pour pouvoir donc arriver à cette autonomie, il faut savoir ce que c'est qu'en fait l'autonomie. L'autonomie, c'est la capacité pour la personne, une personne autonome, c'est une personne qui est capable qui est en congruence avec ses décisions. Voilà, je suis autonome quand je peux prendre des décisions pour moi et que voilà, elles sont congruentes. Et j'ai même besoin d'avoir les autres autour de moi, d'être en relation pour éprouver mon autonomie. Dans ce sens que je pourrais vérifier que même si les autres ne sont pas d'accord avec moi, mais ils respectent mon positionnement. Donc l'autonomie, c'est apprendre. On va parler plus de c'est lié à la responsabilité, c'est lié à la maîtrise de soi, c'est lié à la connaissance de soi, c'est lié à la relation à soi. C'est ça l'autonomie. Est-ce que ça veut dire qu'un enfant d'âge primaire, on va dire allez CP, CE1, CE2, est-ce que tu penses que ces enfants-là peuvent être facilement autonomes? Alors, l'autonomie, c'est un processus, c'est un apprentissage et plus tôt on commence ces apprentissages, notamment les compétences transversales, mieux c'est. Tout à fait. Donc en fait, on va passer par plein d'autres petites choses avant d'arriver à l'autonomie. C'est une stratégie. C'est ça. En fait, c'est des stratégies. Voilà, chaque fois qu'on a décidé d'un objectif, pour y arriver, il faut nécessairement une stratégie. Combien de fois est-ce que, je sais pas moi, on a décidé de perdre 10 kilos, on fait pas 10, peut-être 3-4 kilos, et puis on n'y arrive pas. Au nouvel an, on prend plein de bonnes résolutions. Voilà, on veut faire ci. Et voilà, on se dit, mais pourquoi j'y suis pas arrivée? J'avais pas la motivation. La motivation seule ne suffit pas. J'ai presque envie de dire que c'est la méthodologie. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour y arriver? C'est ça. Okay. C'est la stratégie. Qui dit stratégie, dit objectif, dit plan d'action, va dire planification, va dire auto-évaluation, va dire pilotage, suivi, faire des bilans. Voilà. D'accord. Bah, dans ce cas-là, en fait, ça paraît hyper compliqué vu comme ça, mais je pense que tu as des outils assez faciles, assez évidents, justement, pour mettre le point sur sur les besoins. Tout à fait. Alors, la fixation d'objectifs, par exemple, on va commencer par ça, c'est d'apprendre aussi à l'enfant qu'il y a différents niveaux d'objectifs. Donc, on va commencer, voilà, quel est ton objectif aujourd'hui? Est-ce que c'est un objectif fort ou est-ce que c'est pas un objectif fort? Donc, c'est j'allais dire l'outil que je vais utiliser, c'est ce que l'on connaît aujourd'hui des sciences de l'éducation et des neurosciences sur les différents types de motivation, les différents types de buts. Alors là, par exemple, on a le but de maîtrise qui va amener la satisfaction de maîtriser ce que je suis en train d'apprendre. Je suis en train de travailler. Alors, je vais prendre des exemples peut-être sur les maths parce que bon, c'est une matière de base, mais je vais apprendre le théorème de Pythagore. J'ai réussi un exercice sur le théorème de Pythagore. J'arrive à maîtriser le théorème de Pythagore. Je me rends compte que je réussis presque tous mes exercices. Tac. Ça me fait plaisir, voilà. Et mon prochain, ça me suffit. Le but, la satisfaction de maîtriser ce que j'apprends.
Ok, donc en fait, à chaque objectif atteint, on retire quelque chose de très positif qui va nous donner confiance en fait dans les autres projets. C'est ça, et dans ma capacité d'apprentissage. À côté de ça, on va avoir le but de performance. Le but de performance qui est un peu moins efficace que le but de maîtrise. Le but de performance, c'est la note. Ok, la sacrée note. La note, voilà, je veux avoir 17 de moyenne, je veux avoir 18, je veux avoir en plus, qu'est-ce qu'elle représente déjà, cette note. Le problème du but de performance, c'est que ça va légèrement modifier l'effort d'apprentissage. C'est-à-dire, et le but de performance, l'objectif, c'est une recherche de visibilité sociale. Même si ça n'est pas dit, hein, oui. Mais je vais me positionner, quand on dit visibilité sociale, c'est que ça va me positionner par rapport à d'autres. Tout à fait. Je fais partie de l'élite ou je suis dans la moyenne ou je suis complètement au ras des pâquerettes. C'est ça, voilà. À chaque fois, je vais être en comparaison. Soit en comparaison, on va dire, haute, soit en comparaison basse. Et donc, l'effort ne sera pas le même. Je vais m'investir dans mon théorème de Pythagore, juste parce que je vais avoir 14 de moyenne. Donc, je suis capable, et c'est là l'analyse des notes, je suis capable d'avoir 14 de moyenne, ou d'avoir 18, mais il y a des aspects du théorème que je n'ai pas maîtrisés. Parce que il y a un jeu de notes qui fait que ma note est moins bon. Tout à fait. Et puis c'est traître en fait une note, parce qu'on peut effectivement avoir un sujet qui est très difficile. On va tout juste atteindre les 10, mais en même temps, on a appris de nos erreurs, parce que dans cette évaluation, il y a des choses qu'on n'avait pas conscientisées, qu'on n'avait pas comprises, et c'est une manière aussi d'apprendre. Alors, est-ce qu'il faut toujours viser la note? Est-ce que quand on regarde un bulletin scolaire, c'est assez compliqué dans beaucoup de familles, ça l'est aussi dans la mienne. J'ai un ado qui a quand même 16 ans bientôt, et ses résultats scolaires sont pas là. Par contre, il a des appréciations qui sont formidables. Donc, on est obligé de faire la part des choses, de se dire oui, il y a une intelligence derrière, oui, il a compris la leçon, mais effectivement, la note n'est pas là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette note? C'est ça. Alors, et le questionnement commence avec l'enfant. C'est-à-dire le mettre en mode projet. C'est-à-dire que l'analyse, c'est pas la faire pour lui, mais c'est l'amener à faire l'analyse. Parce que je me suis rendu compte que les enfants vont subir leur scolarité. Tout à fait. Ils vont être dedans, et puis ils vont être des tacticiens de la scolarité. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des tâches les unes après les autres, ils vont faire, on a dit de faire, on fait, etc. Okay. Voilà, le tacticien, c'est celui qui va aligner des actions. Il est en mode automatique, on est d'accord. En gros, on va dire ça. Même s'il y a une réflexion, mais elle est dans le présent. Oui. Elle est dans l'instant, ou elle est à quelques jours. Le stratège, et c'est là où je veux moi les amener, je vais les sortir de la démarche tactique à la démarche stratégique. Il va être dans la projection, il va être dans le futur. On va tirer la vision, on va tirer la réflexion de l'enfant, et l'analyse. Bien souvent dans les familles, ce sont les parents qui font l'analyse du bulletin. Le bulletin arrive, le parent le prend, il le lit, et après il fait « Ah ouais, mais pourquoi tu n'as pas eu ça ?» Mais oui, tout à fait. « Ah ouais, je comprends pas. » Ou alors « Ah ouais, c'est super, on t'achète le prochain iPhone. » Il y a beaucoup de ça aussi, effectivement. On a un challenge qui est un challenge financier, un challenge qu'on va palper en fait. C'est ça. Alors, je suis sur 2 idées en même temps, il faut que je pense à structure ta pensée. à revenir dessus. Donc, pour revenir à ce que tu disais sur le bulletin de ton fils, l'analyse doit se faire avec l'enfant. Et donc, c'est l'éduquer à cette analyse. Mais qu'est-ce qu'on va lire derrière ça? Et donc, du coup, le fait de le mettre en réflexion va lui permettre d'aller aussi chercher les stratégies. Et c'est pas, et en même temps que le parent va se dire, mais qu'est-ce que je peux faire en tant que parent? C'est-à-dire appeler le cours particulier, machin, etc. Il faut aussi que l'enfant soit acteur. Et quelquefois, le cours, il m'est arrivé d'avoir des parents en tant qu'enseignante qui payaient des cours particuliers à leurs enfants, et je leur dis, mais écoutez,
je suis désolée de vous dire ça, mais ça sert à rien. Ok. Ça sert à rien parce que l'enfant que j'ai moi en classe, il n'est pas dans une dynamique d'apprentissage. La dynamique d'apprentissage n'est pas construite. Ok, donc plutôt que de s'attacher à je prends des cours particuliers pour avoir des meilleures notes, il vaut mieux s'attacher à apprendre à apprendre. C'est ça. C'est ça. Et c'est commencer par lui, voilà, faire le bilan. C'est ce que tu disais, la situation. Quelle est ma situation aujourd'hui? Enfin, voilà, on est en fin de trimestre. Quel est le bilan? On s'assoit et on fait le bilan. Ok. Quelle est la situation? Et en fait, moi, ce que je mets en place avec les enfants et que je suggère aussi aux parents de faire, c'est ce qu'on fait dans les entreprises aujourd'hui. Et ça m'amène au deuxième outil que j'utilise, c'est la méthode agile. La méthode agile de gestion de projet, c'est on va revoir le projet régulièrement sur des périodes courtes. C'est-à-dire qu'on va procéder par mini-projet. On va pas faire un projet qui va du 1er décembre au 30 janvier. On va faire un projet et on va l'avancer par boucles successives. Donc ça veut dire que par exemple, on peut considérer, on appelle ça des sprints, on peut considérer que dans un apprentissage scolaire, la semaine est un sprint. En fin de semaine, il faut se poser et faire un bilan. Ok. De la semaine. Quelle est ma situation? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as pas appris? C'est apprendre déjà la réflexion. Il n'a pas besoin de sortir de grandes analyses. Bon, j'allais dire, on s'en fout. C'est qui est le plus important. L'important, c'est de créer le processus. Et jusqu'à ce qu'il devienne acteur. Amener l'enfant à faire l'analyse, faire le bilan de la semaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Prendre ce temps-là, éventuellement avec lui. Mais c'est pas le faire pour lui. Tout à fait, parce qu'effectivement, on a beaucoup de parents qui veulent structurer pour les enfants. Moi, je l'ai mis en place aussi. Je lui ai donné un planning. Je lui ai dit, voilà, tu as des devoirs tel jour, il faut que tu les fasses tel jour. Et en fait, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas sa manière de fonctionner. C'est pas lui qui l'a mis en place. C'est ça. Donc, c'est important qu'il soit partie prenante de son projet. De son projet d'apprentissage, parce que quelquefois l'enfant ne sait même pas quelles sont ses compétences, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire. Et donc effectivement, la première chose, c'est la notion de bilan en fin de semaine et la notion de préparation de la semaine. Ça aussi. Donc moi je suggère toujours le vendredi, le vendredi soir, on fait le bilan, mais on prépare aussi la semaine qui arrive et on va vers la planification. Ça reste l'élément le plus délicat et le plus difficile pour les enfants. Surtout un vendredi soir, on arrive en week-end. C'est clair. C'est clair. Mais c'est aussi apprendre à différer les plaisirs immédiats. Tout à fait. Ça fait partie aussi de l'apprentissage et ça fait aussi partie des compétences transversales à développer, c'est-à-dire être capable de faire ce qu'on va appeler de la procrastination positive. Procrastiner, c'est remettre à plus tard. Souvent, on remet à plus tard les choses qui sont importantes. Et on le fait jamais. Voilà. Et là, c'est pratiquer une procrastination qui va être utile. C'est-à-dire qu'on va procrastiner sur ce qu'on a envie de faire là immédiatement, le plaisir immédiat. On va planifier en fait, tout simplement. On va faire un petit emploi du temps mental. C'est ça. Et on peut le faire sur papier avec l'enfant. Après, moi j'ai des parents qui ont expérimenté quand j'ai vu avec eux la notion de planification. Il y en a qui ont expérimenté sur le frigo. Après, ça n'a pas fonctionné, comme tu dis. Après, il s'agit de trouver avec l'enfant ce qui va fonctionner le mieux en termes de projection sur la semaine. Ok. Donc en fait, tu proposes un rituel régulier, toujours le vendredi, de manière à planifier la semaine à venir, de voir quel travail il y a à faire, qu'est-ce qu'on peut challenger pour cette semaine. Le but, c'est de trouver à chaque fois un challenge. Tu dirais un challenge par semaine? Oui, tout à fait. Et le challenge a quelque chose de structurant, a quelque chose aussi de l'ordre de permet d'augmenter le sentiment d'efficacité. C'est-à-dire quand j'ai un challenge et que je l'ai réussi, voilà, il y a quelque chose de l'estime de soi qui va grandir. Et dans les apprentissages, c'est hyper important. L'efficacité, c'est de se dire, mais
de pouvoir se dire, mais je suis capable de. Et quand on va gratter derrière, des fois, les absences de résultats chiffrés, on se rend compte que quelquefois, l'enfant il a des croyances. Dans ce sentiment des croyances qui vont être, mais non, moi, non, je suis pas capable. Ah oui, moi, non, je peux pas, je suis pas capable. Voilà. Donc, on va avoir besoin de prendre confiance en soi à travers ces mini-challenges. Et je suppose qu'on va travailler depuis la maternelle, puisque les enfants sont en train de grandir bien avant d'entrer à l'école. La confiance en soi, ça se construit. Ça permet aussi aux parents de voir son enfant grandir avec efficacité, on va dire. Donc, si jamais, alors moi j'ai une question quand même, c'est que on a aujourd'hui beaucoup d'enfants qui sont dans des grosses problématiques de concentration, des grosses problématiques d'apprentissage. Est-ce que tu as une petite astuce, quelque chose à leur donner pour rentrer plus facilement dans les apprentissages? Alors, tu as utilisé un mot tout à l'heure qui est important, c'est la routine. La routine structure. Et la routine permet aussi de réguler une partie de l'attention. Après, il peut y avoir des problématiques plus profondes d'attention, mais la petite astuce, c'est d'instaurer à la maison des routines. Et la routine permet aussi de dégager le parent et de construire l'autonomie. La routine, c'est l'espace de non-directivité cadré. Ok. C'est ça, parce que la non-directivité, pour la non-directivité, c'est-à-dire que bon, j'impose pas, les choses se font, voilà, l'enfant, c'est pas rassurant pour l'enfant et c'est pas structurant. Et donc ça ne va pas. L'attention, c'est quoi? C'est pouvoir, voilà, c'est pouvoir mettre son cerveau dans un cadre. Okay. Sur quelque chose. Effectivement, c'est ce que j'allais dire en fait. Si on résume un petit peu ta stratégie, on va dire, c'est donner une structure à l'enfant de manière à ce qu'il puisse avancer d'étape en étape, on va dire de case en case, mais ce sont ses propres cases, ce sont les cases qu'il a construites lui-même autour de sa personnalité, autour de qui il est vraiment et ce qu'il a envie de faire. C'est ça. Et la routine peut se construire avec l'enfant et peut se construire avec l'enfant de 6 ans, même de 5 ans. Une routine avec quelques étapes, c'est par exemple la routine du soir. Voilà, quand on s'assoit, on prend le temps de construire la routine. Quand on rentre, on fait quoi? On dépose le sac, on va se doucher. Enfin, petits enfants, mais on dépose le sac, on va se doucher. Après, on prend le goûter. Après, c'est ça, la routine. Et on va le construire avec l'enfant. Et une fois, la difficulté pour le parent, c'est pas de mettre la routine, c'est de pouvoir faire le suivi de la routine. Et c'est de suivre lui-même cette routine, et c'est là que c'est structurant, parce que l'enfant, son rôle, c'est toujours de faire en sorte que les trucs structurés s'en aillent. C'est son rôle. Si vous baissez les bras, c'est foutu. D'accord, donc ça c'est chez tous les enfants, oui. C'est-à-dire qu'on met quelque chose en place, notre enfant lui va s'amuser à secouer notre limite. C'est clair, c'est ça. Et oui, toujours. Et s'il arrive à secouer la limite, c'est foutu. C'est-à-dire qu'après, vous aurez la paix, c'est ça, mais sauf que vous allez perdre votre enfant. Ok, donc en fait, on va d'abord se structurer nous-mêmes en tant que parents, on va mettre en place une stratégie qu'on va ensuite installer au sein de la famille pour pouvoir être plus confortable dans les apprentissages. C'est ça, et la routine, par exemple, chaque soir, s'il y a une routine du soir, ça va être, mais de demander à l'enfant de rappeler. C'est pas le parent qui doit rappeler. Ah, mais va faire ci, va faire ça. Ça permet aussi d'apaiser l'atmosphère familiale et de ne plus être dans le rapport de force. Puisqu'on va, c'est la routine qui va guider l'échange. Ok. Voilà, et pouvoir dire, mais voilà, après ça, on fait quoi? Après ça, on fait quoi? Ah non, tu te rappelles plus, etc. Et puis après, de faire le bilan. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as réussi ça? Est-ce que tu as pas réussi ça? Bien, très bien. Merci beaucoup pour cette émission qui nous permet d'en voir un petit peu plus sur ces stratégies. Alors, où est-ce qu'on peut te joindre? Où est-ce qu'on peut te voir pour travailler avec nos enfants? Alors, je travaille essentiellement en distanciel. Ça me permet d'ailleurs de toucher tout le monde. Voilà, et même à travers le monde, parce que j'ai aussi des étudiants que j'accompagne en Espagne, à Cuba, voilà, en France, en Guadeloupe. Donc, on peut me joindre par téléphone.
Donc, tu peux nous donner ton numéro? Oui, alors le 06 96 410 458. 410 458. Très voilà. bien. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie et je te remercie de l'intérêt porté à ce que je fais. Merci beaucoup. Donc vous l'avez compris, on va structurer nos enfants, mais on va d'abord aussi travailler sur nous, parce que apprendre à apprendre, c'est pas évident. Donc n'hésitez pas à faire appel à d'autres personnes pour vous aider justement à devenir des parents qui donnent de l'autonomie à leurs enfants et qui leur permettent de grandir avec conscience et avec bonne humeur, on va dire. Merci à vous, merci à toi, et nous nous retrouvons dans une autre émission pour Parentalité, on en parle.